commence l'enregistrement. Alors, je vais vous partager mon écran, l'intégralité. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc là, on se revoit aujourd'hui pour continuer l'UF1 du brevet fédéral initiation développement. Au programme, donc là, on débute la formation. Il y aura une séquence sur prise en charge d'un groupe, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Nous ferons ensuite une petite pause. Nous enchaînerons sur une séquence 2 sur la sécurité et notamment les traumatismes et commotions cérébrales. Et on finira par un petit point sur vos problématiques en tant qu'éducateur et un petit bilan synthèse. Donc, fin prévue 11h55, on verra si on arrive à finir avant ou pas. Avant de démarrer, je voulais juste faire un point sur ce qu'on avait vu le 7 novembre. Est-ce que vous aviez des retours déjà et des questions par rapport à ce qu'on avait fait ou pas du tout? Pas particulièrement. Pas de questions? Je vais juste vérifier. Stéphanie, c'était OK aussi? Pas de questions? Non, il n'y a pas le micro. Oui, c'était OK, oui. Je me suis C'était portée OK. sur quelques questions sur le... Ouais, on va y revenir justement sur le questionnaire. Eric et Jérôme, c'était bon aussi? Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci. OK, très bien. Donc, on va juste revoir un peu le questionnaire que je vous avais envoyé. Donc, Tony, toi, tu l'avais pas complété, le questionnaire règlement? Je viens de l'apprendre. Ah, pourtant, je l'avais remis dans le mail avec le lien de la vidéo. Mais c'est pas grave. Si jamais à l'occasion, tu pourras, même si maintenant on parle un peu des réponses, tu pourras le refaire, il n'y a pas de souci. C'est Tony. Ça, c'est un Colmar, Tony. Ouais, mais Colmar, il plane. T'as vu la tête? Donc, Alors, pour le questionnaire règlement, il y avait juste certaines questions. Il y avait certaines questions où il y avait une seule réponse. Et il y avait certaines questions où il y avait plusieurs réponses autorisées. Et puis même si vous répondiez qu'à une seule, en fait, le formulaire vous donnait le point quand même. Par exemple, sur je commets un en avant si, on commet un en avant si on envoie le ballon à un partenaire situé devant moi, mais aussi si je fais tomber le ballon devant moi. Donc, c'était les deux possibilités concernant cette question. Bon, la remise en jeu, suite à un en avant, la remise en jeu, elle se fait par un coup franc. Donc ça, c'est un peu sur toutes les fautes en toucher 2 secondes ou jeu au contact. Il y a remise en jeu par un coup franc. Pareil, comment est joué un coup franc? Donc le coup franc, il y avait les 3 possibilités étaient justes. Soit on peut faire un coup de pied pour soi-même, après avoir botté le ballon. Donc c'est je pose la balle au sol, je touche avec le pied, je ramasse. Ou alors je peux faire un drop. Donc le drop, c'est balle qui touche le sol avant que je tape dedans avec le pied, ou alors un coup de pied de volée, donc un coup de pied tout simple. Donc là, les trois possibilités étaient vraies, étaient justes. Et après, je crois que... Bon, après, il y avait 2 personnes qui se sont trompées. Les commandements mêlés, donc c'est flexion, lié, placement. Bon, après, c'est juste sur l'ordre qui est... Mais bon, moi, c'est là que j'avais pas compris, en fait. Je pensais qu'il fallait voir... Enfin, c'était placement dans le sens où on se place 3 devant, 2 derrière, etc. C'est pour ça que je me suis trompée. Oui, en fait, le placement, c'est quand les têtes s'imbriquent dans la mêlée. Après, quand j'ai cliqué, j'ai dit, je crois qu'en fait, non, c'était l'inverse. Mais c'est pas grave. Après, c'est juste qu'on soit harmonieux dans tous les clubs quand on arbitre sur les commandements pour pas que les enfants soient perdus sur le terrain. Donc, la poussée en mêlée est autorisée jusqu'au gain du ballon. Et après, je crois qu'il n'y a plus eu trop d'erreurs. Ah, là. Lors d'un plaquage, je suis autorisé à plonger directement dans les pieds du porteur. Donc, ça, c'est faux. Hein. On ne peut pas plonger dans les pieds. Et jeu au contact, seul moyen de défendre, c'est le plaquage. Donc, ça, c'était juste. Après, dans l'ensemble, les résultats étaient bons. Hein, donc, vous avez tous eu au-dessus de 15. Donc, c'est très satisfaisant. Hein, donc, mon objectif est acquis pour la session de la dernière fois. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ça?
Non, pas de questions, donc on va enchaîner sur la session de formation d'aujourd'hui. Enfin, juste avant de démarrer, je ne sais pas si vous avez vu, on peut reprendre les activités. Attendez, que je retourne sur... On peut reprendre les activités au stade 3. Donc, je ne sais pas si le stade 3 du protocole de reprise vous parle. Le stade 3, c'est de la pratique individuelle, donc il n'y a pas de contact entre les joueurs. Seule interaction possible entre les joueurs, c'est se faire des passes. Donc voilà. Après, je ne sais pas ce que vous allez faire dans vos clubs, si vous allez reprendre, si vous allez attendre la date du 15 décembre pour pouvoir reprendre sans restriction. Ou, voilà. Après, c'est chaque club qui est propre, qui a le droit de faire ce qu'il a envie et ce qu'il est en mesure ou en capacité de faire. Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse reprendre. La semaine prochaine? Qui a parlé? Je n'ai pas entendu. Eric? Ouais. Bah, pour les éducateurs de Célestat, on en reparlera. Je vous renverrai un mail cet après-midi. Mais on fera sûrement une réunion lundi soir. Ok. Voilà. Alors, prise en charge d'un groupe. Donc, la prise en charge d'un groupe avant, pendant ou après l'entraînement. Donc, on va, comme la dernière fois, remplir un Padlet. Donc, c'était le fameux tableau blanc où il fallait donner un peu vos idées. Donc, l'objectif, ça va être pour vous de me dire comment est-ce que vous prenez en charge votre groupe à l'entraînement, donc soit avant l'entraînement, pendant l'entraînement, après, d'un point de vue administratif, logistique, ou ça peut être sportif aussi. Donc, c'est ce que vous faites pour bien prendre en charge votre groupe à l'entraînement. Alors, je vais vous mettre le lien dans la conversation. Comme ça, vous allez pouvoir cliquer dessus. Donc, n'oubliez pas, moi, je suis en partage d'écran. Donc, pour pouvoir aller sur la conversation, il faut cliquer sur converser, mais pas sur mon écran, moi. Voilà, c'est partagé. Vous me dites quand vous avez réussi à accéder au Padlet. Tony, c'est bon? Oui. Jérôme, c'est bon aussi? Ah, t'as pas le micro activé. Pour moi, c'est bon aussi. Stéphanie, c'est bon. Eric, c'était bon, c'est ça? Ouais, c'est bon pour moi. Ok. Et Jérôme, ça va? On t'entend pas, Jérôme. Je pense que tu n'as pas activé le micro. Partager mon écran, comme ça on va voir ensemble ce que vous avez noté. Alors, avant l'entraînement, accueil des enfants au vestiaire. Donc, oui. Politesse entre joueurs et entraîneurs. Temps d'échange dans les vestiaires, détente. Donc ça, c'est temps d'échange entre éducateurs et joueurs. Vérifier la tenue vestimentaire et accessoires. Préparation des terrains. Donc ça, c'est important, hein, préparer le terrain avant de démarrer l'entraînement. Sur la préparation du terrain, il faut bien sûr préparer le matériel et préparer le matériel en fonction du nombre de joueurs que vous avez à l'entraînement. Donc, adapté au nombre de joueurs, que ce soit les chasubles, les ballons, le nombre d'ateliers. Arriver avant les enfants, oui, c'est sûr que si les enfants arrivent avant les éducateurs, à un moment donné, ils vont peut-être se retrouver tout seuls. Expliquer ce qu'on va proposer comme exercice, donc ça peut être fait avant,
effectivement, dans les vestiaires ou alors au tout début, quand on arrive sur le terrain. Accueil chaleureux, compter les effectifs. Donc, effectivement, il est important, surtout en ce moment, de faire l'appel de vos joueurs parce qu'il y a les fameuses listes avec les cas contacts. Donc, il est important de compter et de faire l'appel de vos joueurs. Expliquer le thème, les objectifs, le but de l'entraînement du jour. Il y a une chose que je m'étais notée et que je vois pas, mais ça peut entrer dans l'accueil des enfants au niveau des vestiaires. Il y a aussi la communication avec les parents qui est importante, que ce soit avant l'entraînement, après l'entraînement. Surtout en début de saison, il y a pas mal d'informations à leur donner, notamment sur remplir les documents pour la licence, présenter le club, faire signer des documents, parler des équipements et surtout en ce moment aussi le protocole lié au Covid. Et puis c'est aussi à ce moment-là qu'on peut répondre à leurs questions. À savoir aussi que à partir du 31 octobre, tous les enfants doivent être licenciés. Donc, quand vous reprendrez maintenant sur le terrain, il faut que tous vos joueurs soient licenciés quand ils seront sur le terrain. Préparation des terrains, avant de préparer le terrain, en amont, il faut aussi avoir préparé son contenu de séance. Donc, si vous êtes plusieurs éducateurs sur la catégorie, le mieux, c'est d'essayer de préparer la séance ensemble. Ou alors, chacun arrive un peu avec ses idées le jour de l'entraînement et puis vous pouvez discuter juste avant de mettre en place la séance sur le terrain. Et sinon, tout le reste, vous l'avez cité. Alors, pendant l'entraînement, on départ effectivement par un échauffement ou alors par la prise de parole pour expliquer le contenu de l'échauffement, enfin de la séance. Explication des exercices, mettre en situation avant de commencer l'exercice. Je ne sais pas qui avait noté ça, donc c'est... C'est moi qui ai mis. En fait, c'est montrer si on est placé un, deux joueurs, enfin deux petits, et puis leur faire, leur montrer ce qu'on veut mettre en pratique pendant l'exercice, parce que certains des fois ne comprennent pas comment se placer, faire un zigzag, enfin. Ouais. Donc, ou alors se mettre à deux avec si on est deux entraîneurs, leur montrer visuellement ce qu'on attend. Ouais. Donc faire la démonstration, effectivement. Il faut essayer de donner du rythme à la séance et pour donner du rythme, souvent il est plus facile de faire des démonstrations plutôt que de parler pendant 10 minutes. Justement, il faut essayer de parler un minimum et que la séance soit la plus dynamique possible. Et dans ce cas-là, montrer l'exercice, c'est en général plus facile. Pas de jeu perso, jeu collectif. Vérifier son effectif. Donc, effectivement, même pendant l'entraînement, il faut vérifier qu'on ait tous nos joueurs et qu'il n'y en ait pas un qui est disparu. On ne sait où. Expliquer, faire visualiser, appliquer. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on a dit juste avant. Un petit bilan après chaque exercice, effectivement. Faire un petit retour. Voilà, on a réussi à faire ça. Et puis, on peut aussi commencer à présenter la situation d'après, rebondir sur la situation d'après. Répondre aux questions, poser des questions, échanger. Donc, pour répondre aux questions, souvent, c'est comme quand on explique l'exercice, mieux vaut utiliser des démonstrations plutôt que des paroles qui des fois, ne sont pas facilement compréhensibles. Calme et discipline. Veiller au respect mutuel entre les joueurs. Accompagnement par niveau. Rappel des consignes de sécurité, effectivement. C'est un rappel par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Il faut encadrer et animer en sécurité. Donc, ça reprend aussi un peu veiller au respect mutuel entre joueurs et que ce soit aussi respect entre éducateurs et joueurs. Expliquer, démontrer afin d'accompagner les enfants. Sanctionner les éléments perturbateurs. Donc, ça, c'est pour faire respecter un peu les règles de vie.
Je m'étais noté encore en plus, gérer l'hydratation, effectivement, penser à aller faire boire les enfants pendant la séance. Mais ça, je pense que vous le faites tous, mais que vous n'y avez pas forcément pensé à ce moment-là. Ouais, mais on ne peut pas marquer pour la bière. Ah non. Bon, pendant l'entraînement, la bière, c'est pas top quand même. C'est diurétique. Après l'entraînement, rester groupé jusqu'au vestiaire. Donc ça, c'est raccompagner effectivement les joueurs au vestiaire. Faire un bilan à la fin de la séance, donc sur l'ensemble de la séance. Ça permet aussi de parler de la séance qui va suivre, la séance d'après. Ai-je toujours le même volume de joueurs? Donc ça, c'est toujours compter les effectifs. Expliquer aux parents que le goûter fait partie de l'entraînement. Effectivement, c'est important au rugby. Hein, le goûter et la troisième mi-temps fait partie de l'entraînement. Rangement collectif du matériel. Si départ des enfants sans passage au vestiaire, s'assurer de la prise en charge des enfants par les parents. C'est très important, hein, il ne faut pas laisser les enfants tout seuls. Ou alors ceux qui ont l'autorisation, qui, admettons, sont venus en vélo et qui repartent à vélo. Mais il faut s'assurer que, notamment pour les plus petits, qu'aucun enfant ne soit laissé tout seul. Chaque joueur aide au rangement du terrain. Donc ça, c'est effectivement ces rangements collectifs, débriefing rapide de la séance, point sur la bobologie. Donc ça, on aurait aussi pu le mettre pendant l'entraînement, hein, parce que pendant l'entraînement, il faut aussi gérer les petits bobos. Et effectivement, après l'entraînement, vérifier que ceux qui ont des petits bobos, ce ne soit pas trop grave, ou dans ce cas-là, il faut gérer les gros bobos. Répondre aux questions. Proposer le goûter, annoncer la séance suivante. Donc, c'est ce qu'on disait juste avant. Fin d'entraînement, rappel des fondamentaux travaillés. Donc, c'est le bilan de la séance. Rapporter le matériel. Parler aux parents si un enfant présente des difficultés. Donc, c'est ce que je disais aussi avant. La communication avec les parents, elle est importante avant l'entraînement, mais aussi après, justement pour faire un retour aux parents sur l'entraînement de leur enfant. Et puis, c'est moi qui marquais ça, et également aussi quand l'enfant va dire moi j'ai été puni la moitié du temps, expliquer aux parents aussi pourquoi on a dû le sortir du terrain à un moment pour qu'il reprenne un peu son calme, qu'il arrête de se friter avec un de ses camarades. Donc, parce qu'on a des enfants qui n'expliquent pas du tout. C'est maman, j'ai été puni pendant un quart d'heure. Mais bon, il y a une raison à ça. On ne sort pas un enfant comme ça. Donc, oui, qui vont raconter un peu ce qu'ils veulent à leurs parents. Ouais. On a toujours des éléments perturbateurs, c'est récurrent, donc du coup, voilà, on essaie d'expliquer. Oui. Je pense que les parents commencent à comprendre, mais certains le prennent un peu mal des fois. Donc, oui, je pense que dans tous les clubs et dans toutes les équipes, il y en a des éléments perturbateurs, et le but, c'est que tout le monde se sente bien dans la vie du groupe, et pour cela, il ne faut pas hésiter à parler avec les parents justement sur ce genre de problématiques. Autre point que je m'étais noté, débriefer entre les éducateurs après l'entraînement. C'est aussi l'occasion de discuter de votre séance, de comment vous l'avez vécu, mais aussi du contenu, et puis justement aborder aussi la séance d'après. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, on a fait le tour. On a fait le tour, oui. Donc, on va passer sur la prise en charge d'un groupe avant, pendant et après la compétition. Donc, il y a certaines choses qu'on va peut-être retrouver par rapport à l'entraînement, mais il y a des choses qui sont un peu différentes. Donc, je vous remets le lien dans la conversation. Voilà. Donc, même principe, donc prise en charge d'un groupe en compétition, que ce soit sur de la logistique, du sportif, logistique, sportif ou administratif. Donc, c'est ce que vous faites avant une compétition, pendant la compétition et après la compétition.
Est-ce que tout le monde a pu se connecter au lien? Alors, prise en charge d'un groupe en compétition avant, regrouper les joueurs à un même point en arrivant. Oui, que ce soit en arrivant ou même avant, ça dépend comment vous vous organisez dans chaque club, si vous faites des déplacements en commun ou pas. C'est important de regrouper les joueurs pour faire un appel, vérifier les licences. N'oubliez pas d'emmener les licences en compétition, c'est important. Point des présences le jour de la compétition, constitution des équipes du groupe. Donc ça, c'est à faire avant la compétition. C'est aussi l'occasion de remplir les feuilles de match. Vérifier la tenue, distribuer les maillots, regrouper les gourdes, kawaii, donc tout ce qui est vestimentaire. Vérification documentaire. Donc ça, je pense que c'est les licences et tous les documents nécessaires à la compétition, donc feuille de match. Fixer la date et l'heure de rendez-vous. Donc ça, c'est la communication aux parents. Il faut donner les lieux, l'horaire, comment on se déplace. Autre information qu'on peut donner actuellement aux parents, c'est quel est le protocole à respecter dans le club où on se déplace et communiquer sur les équipements, donc la tenue à avoir le jour de la compétition. Info aux parents où les enfants vont jouer, respect des délimitations spectateurs. Donc, c'est ce que je viens de dire. Emporter les maillots, ballons, chasubles. Donc, ça, c'est la préparation avant compétition. Donc, il faut emporter les maillots, les ballons, les chasubles. Il faut aussi emporter une trousse à pharmacie. Voir les différents moyens d'acheminement. Contacter les parents en retard. Donc, ça, c'est quand on fait l'appel. Au CRC, utilisation de l'application SportEasy, très pratique. Je sais que certains clubs utilisent cette application-là. Après, elle reste payante. Donc, après, c'est libre à chaque club de communiquer un peu comme ils le souhaitent. Je sais qu'il y en a certains qui fonctionnent sur des groupes WhatsApp, Messenger, mail. Enfin, voilà, il existe plein de possibilités. Et c'est super pratique pour les convocations, surtout. Ouais. Ben, je vois parce que je suis dans le groupe moins de 14 SportEasy CRC. C'est vrai que c'est assez facile d'utilisation. Faire un appel avant le départ si déplacement. Point des licences, autorisation de soins, numéro de téléphone. Donc, c'est important. Je ne sais pas comment vous fonctionnez dans chaque club. Je sais qu'à Célestat, on a un classeur dans lequel on a les licences avec les autorisations de soins et toutes les coordonnées des parents si jamais il devait y avoir un souci. On y met aussi des feuilles de déclaration d'accident. Quelqu'un voulait dire quelque chose? Non, je terminais la phrase en fait d'accident, je disais. Ouais, voilà. Dans le cadre des ententes entre clubs, s'assurer de la coordination. Donc ça peut se faire aussi. C'est pour nous. amont. C'est pour Colmar et Célestat, par exemple. Ouais. Après, ça peut se faire aussi sur les petites catégories parce que je sais que des fois, on n'a pas assez de joueurs pour faire une deuxième équipe ou même pour faire une équipe. Donc, il y a des prêts de joueurs. Donc, le mieux, c'est de s'entendre avant la compétition parce que sinon, au moment venu, quand on arrive, c'est toujours un peu délicat et complexe. On a plein de choses à gérer et pas forcément ce genre de choses. Je crois que vous aviez tout dit. Après, autre point, c'est inscrire les équipes auprès du club qui accueille. Donc, en général, il faut annoncer vos équipes et dire, voilà, j'ai tant et tant de joueurs, j'inscris tant et tant d'équipes. Voilà. Donc, ça, c'est pour la bonne organisation du club qui accueille. Pendant la compétition, respect des adversaires, arbitres, éducateurs pendant le match et en dehors. Donc, ça, c'est sur le comportement des adultes et des joueurs aussi. Donc, en lien avec ce qu'on avait vu la dernière fois sur la sécurité. Échauffement, donc c'est préparer les joueurs à la compétition. Hydratation, bobologie. Donc ça, on rejoint un peu par rapport à l'entraînement, c'est pareil. Se grouper, se changer, ne pas s'éparpiller.
Cohérence du groupe, s'échauffer. Occuper les enfants hors des périodes de mise en pratique ou de match. C'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on peut, alors je ne veux pas dire perdre les joueurs, hein, pas les perdre physiquement, mais les perdre sur leur concentration et tout ça. Donc il est important des fois de les maintenir occupés pour pas que ça parte un peu dans tous les sens. Même si des fois, il faut leur laisser aussi un peu souffler et se défouler. Appliquer les exercices des entraînements. Laisser un peu de champ libre aux enfants pour qu'ils se défoulent. Déplacement groupé, donc ça c'est pour la sécurité. Hein. Prise en compte du vestiaire, un club ou deux. Donc, effectivement, se répartir, regrouper les affaires dans un coin si jamais on partage le vestiaire. Maintenir toujours une discipline minimum. Prise en compte des prêts éventuels de joueurs, donc ça c'est au moment où on arrive. Si effectivement on a une entente, se mettre en rapport avec l'autre club. Petit bilan après chaque match. Demander l'aide aux parents pour le remplissage des gourdes ou autres. Gérer les temps d'attente entre les matchs. Échanger les bonnes pratiques avec les autres éducateurs présents. Créer des liens interclubs. Ne pas abandonner un enfant à son sort, faire tourner son effectif. Effectivement, on est à l'école de rugby, hein, on n'est pas là pour gagner un championnat. Il faut faire participer tout le monde, même s'il y en a qui, des fois, ont un peu plus de difficultés. Hydratation, bobologie. Après, vous avez plus ou moins tout dit. Il faut, quand vous arrivez, il y a plein de choses à faire. Hein. Donner les licences au club qui reçoit, identifier les vestiaires, identifier où est-ce que l'on joue et puis communiquer avec les parents. N'oubliez pas aussi, quand vous êtes en situation de match, vous êtes dans votre rôle d'éducateur, encouragez et valorisez vos joueurs. Ne leur criez pas dessus. Après, vous l'aviez mis, arbitrer, respecter l'arbitre. Voilà. Après la compétition, faire un débrief à la fin de chaque match, point fort, point faible. Donc ça, on l'avait vu aussi dans la colonne pendant. Se changer, se doucher, prendre le goûter. Collecter le matériel emmené. Donc faire le point sur ce qu'on a emmené. Est-ce qu'on n'a pas oublié des ballons? Est-ce qu'on a récupéré tous les maillots? Est-ce qu'on n'a pas oublié le classeur avec les licences? Donc ça, c'était un point à faire avant de repartir du lieu de la compétition. Regrouper les enfants. Compter, suivre la prise en charge des enfants par les parents, donc faire l'appel. Et tout comme à l'entraînement, vérifier que les enfants soient bien récupérés par les parents, soit sur le lieu de la compétition, soit quand vous êtes de retour dans votre club ou au lieu de rassemblement au retour. Échanger sur le match, échanger avec les parents, oui. Tout comme à l'entraînement, il est important de faire un petit débrief aux parents sur le niveau de jeu de leurs enfants, sur comment s'est passé l'après-midi, sur peut-être les problèmes rencontrés avec leurs enfants. Débriefer avec les équipes. Recompter les joueurs, échanger entre éducateurs. Peut se faire autour d'une bière, attention, alcool avec modération. Oui, surtout, attention à l'alcool devant les enfants, c'est pas forcément dégager une bonne image de l'éducateur. Ça peut se faire une fois que tous les enfants sont partis. Blague. Ouais. Douche, retour sur la compétition, résultat, le plus, le moins. Après, je m'étais noté, si jamais il y a une remise des prix, participer à la remise des prix. Mais sinon, vous aviez tout dit. En lien avec ça, je vais vous montrer juste quelques documents. Alors, je sais, la dernière fois, je crois que c'était Arnaud qui disait qu'il faut réussir à se faire respecter des fois des parents, mais aussi des enfants. Pour cela, la FFR, elle a mis en place des chartes qui sont simples et concises et qui peuvent être utilisées justement quand vous allez communiquer en début de saison avec les parents. Par exemple, charte des parents, s'impliquer, être acteur de la vie de l'école de rugby, aider, faciliter la formation sportive et l'éducation à la vie en société de leur enfant. Donc, ils ont droit à une formation sur les activités, au respect de toutes les composantes de l'école de rugby, à une pratique prodiguée en sécurité. Et après, dans leur devoir, considérer l'école de rugby comme un lieu de convivialité,
ne pas prendre position dans le domaine sportif et se tenir à l'écart de l'animation de l'activité. Donc ça, c'est surtout pour les parents un peu envahissants ou qui veulent se mêler de choses qu'ils ne regardent pas forcément. S'intéresser à l'activité de son enfant, au progrès, aux difficultés. Donc c'est pour ça que la communication avec les parents est importante. Échanger avec les éducateurs, dirigeants sur la vie de leur enfant. Il existe un peu dans le même type la charte du joueur. Donc tout ça, je vous le ferai parvenir, hein, comme ça vous pourrez le réutiliser si jamais. Le jeune, la jeune vient à l'école de rugby pour être formé en tant que joueur, éduqué en tant qu'homme et de femme, donc avec les droits, les devoirs et les impératifs. Donc ça, c'est des règles que vous pouvez mettre en place en début de saison. Et si jamais vous rencontrez des problèmes, bah, c'est aussi l'occasion de dire, bah, voilà, la charte, elle est là. Bah, toi, aujourd'hui, t'as pas respecté ce point-là, par exemple. Donc, ça permet de mettre un petit cadre au niveau de votre école de rugby ou de votre équipe. Autre document que je voulais vous partager, ben, c'est quand vous allez en compétition avec la feuille de match qui est à compléter. Je ne sais pas si vous connaissez ce document. Est-ce que vous l'avez déjà tous vu? Non. Ouais, j'ai Donc déjà ça, vu celui-là. c'est normalement la feuille de présence officielle qui est à fournir quand vous vous rendez en compétition. Après, c'est peut-être pas vous qui vous en occupez, c'est peut-être le responsable école de rugby ou vous avez peut-être un référent dans chaque catégorie qui s'occupe un peu de l'administratif. Donc la feuille de présence. Tony, tu voulais dire quelque chose? Je disais qu'on a un référent. Ouais, d'accord. Après, c'est toujours bien de connaître un peu comment ça fonctionne parce que si, admettons, le référent, une fois, il n'est pas là, ou voilà, donc la feuille de présence, elle se représente de cette manière. Donc, il faut y mettre la catégorie, donc par exemple, moins de 8 jeux au contact. Le club, bah, c'est le club que vous êtes, par exemple, Colmar, Otmarsheim, Célestat. Le lieu, c'est là où vous allez et la date de la compétition. Ensuite, il faut y mettre nom, prénom et numéro de licence des joueurs. Pareil, nom, prénom, numéro de licence des éducateurs. La date du jour, une signature, le nom du signataire, qualité et la signature. Et donc ça, c'est le document que vous allez déposer le jour de la compétition, donc au club qui accueille, qui permettra aussi de vérifier que tous les joueurs soient bien licenciés. Après, sur ce fichier Excel, il existe différentes formes. Donc, il y a une notice explicative. Je vous ferai parvenir le document. Donc, c'est soit vous présentez la feuille de match de cette manière, soit là, vous avez par exemple 6 équipes sur une seule feuille. Et là, vous en avez 4. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la feuille de match? Non, ça me paraît. Bon. Stéphanie, c'est OK aussi? Oui, c'est bon. Ouais, nous, Oui. ça doit être Aimé et Didier qui s'en occupent. D'accord. J'ai pas vu passer ce genre de feuille. Eric, c'est bon aussi. Moi, je sais que c'est moi qui m'en occupe au club de Célestat, mais tu vas être aussi confronté à ce genre de documents quand tu vas en compétition. J'ai vu une fois vite fait. Et après, bon, ça n'a pas l'air compliqué à remplir. Non, ça a l'air bon. Ok. Sur le terrain, on pourra. Alors, je voulais aussi vous montrer un document sur les garanties d'assurance de la Fédération française de rugby. Vous avez peut-être déjà vu, normalement, ça se présente sous forme de livret qu'on peut distribuer en début de saison aussi aux parents. Ce document-là, on peut également le glisser dans le classeur de licence et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le document, à un moment donné, il y a le numéro de l'assistance. Donc, si jamais une fois vous avez un joueur qui est blessé en compétition, admettons, je ne sais pas, vous êtes parti faire un tournoi à Paris. C'est une hypothèse. Vous êtes parti faire un tournoi à Paris. Un joueur se blesse, il doit être transporté à l'hôpital. Vous êtes là en bus avec vos joueurs. Vous ne pouvez pas ramener le joueur tout de suite avec vous. Ben, vous pouvez faire appel à l'assistance qui s'occupe ensuite
du transport et du rapatriement de ce joueur. Donc, le numéro de téléphone peut être important à emporter si jamais en compétition. Et ce document, il donne aussi des informations sur la déclaration d'accident, donc sur comment établir, à savoir que il existe différentes manières de faire une déclaration d'accident. Donc, vous avez soit un format papier qui représente un peu ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je vais l'agrandir. Voilà, qui ressemble à ça. Avec les renseignements du club, le numéro de licence du joueur blessé, l'association en présence, nom, prénom, date de naissance. Donc ça, c'est une feuille qui est à compléter et qui est adressée dans les 5 jours après l'accident. Sur les déclarations d'accident, c'est vraiment important de les faire, même si on pense qu'il n'y a rien du tout. J'ai eu quelques cas concrets sur un de mes enfants, sur mon aîné, qui était cadet à Mulhouse. Et après un match, il avait un genou gros comme une patate. On m'a dit qu'il avait juste pris un coup. Et en fait, le juste pris un coup, c'est avéré que 2 mois après, on s'est rendu compte qu'il n'avait plus de croisé. Donc du coup, sa carrière sportive est arrêtée. Et il n'y a pas eu de prise en charge par le club parce que pas de déclaration d'accident, enfin par le club, par la FFR, parce que pas de déclaration d'accident. Donc quand on a un doute, pour rassurer les parents, on fait des papiers, même si c'est pénible, sachant qu'on doit les envoyer sous les 5 jours et que ça doit être signé par le président du club. Et bien souvent, les parents, ils se retournent vers nous parce qu'ils ne connaissent pas le président du club. Donc c'est important en tant qu'éducateur de bien veiller à ça et de dire aux parents qu'il faut remplir une déclaration d'accident. Il faut en avoir sur nous. Ouais, il faut déclarer. Ouais, effectivement, j'allais rebondir sur ça. Il faut remplir des déclarations d'accident, même s'il y a des fois, on se dirait, il n'y a pas grand-chose, alors qu'après, ça peut s'avérer effectivement et être plus grave. Et dans ce cas-là, il faut permettre aux parents d'avoir une certaine garantie, de pouvoir faire appel à l'assurance si jamais il y a des frais plus importants. Donc, c'est soit vous remplissez la déclaration d'accident en format papier. Donc, votre club, il doit en avoir normalement chez lui. Soit, depuis l'année dernière, il me semble, on peut déclarer les accidents en ligne. Donc, je vous ferai parvenir aussi la déclaration d'accident en ligne. Donc, ça, c'est un manuel sur comment on fait. À savoir que tout le monde ne peut pas faire la déclaration en ligne. Il faut avoir certains droits sur Oval 2. Donc, Oval 2, c'est le site sur lequel on fait les licences. Donc, admettons que vous avez un joueur qui est blessé, n'hésitez pas à contacter soit votre président ou alors votre secrétaire de club ou même le responsable de l'école de rugby qui après feront les démarches. Donc, je vous montre un petit peu. Étape 1, c'est remplir les informations du club. Étape 2, sélectionner les blessés. Donc là, l'avantage de la déclaration en ligne, c'est que c'est relativement rapide. On met le numéro de licence, nom du blessé, le prénom. Donc après, il va ressortir. Donc on va donner des informations sur le blessé, la date de naissance, son adresse. Et ensuite, on va détailler un peu les circonstances de l'accident. Est-ce que l'accident s'est produit en compétition ou à l'entraînement? Quel type de jeu pratiqué, catégorie du licencié, le poste, même si à l'école de rugby, il n'y a pas de poste. Nature du sol, donc ça c'est plutôt sur est-ce qu'il était en herbe, c'était un synthétique, est-ce qu'il était dur, quelles étaient les températures extérieures. Association en présence, par exemple, c'est le lieu sur lequel vous avez joué la compétition. Ensuite, il demande renseignements concernant l'accident. Est-ce qu'il était porteur du ballon, moment du match, est-ce que c'était au début, à la fin, séquence de jeu, circonstances de l'accident. Donc là, il faut détailler comment s'est déroulé l'accident et où est la blessure. Par exemple, là, c'est stipuler l'épaule, suspicion de luxation, oui, non. Par exemple, si vous mettez siège de la blessure de la tête, ils vont vous mettre suspicion de commotion cérébrale, oui ou non. Validation de la déclaration. Donc après, il y a un résumé et il faut valider la déclaration. Suite à ça, le licencié reçoit une information comme quoi il a eu une déclaration d'accident
Et ensuite, c'est à lui de fournir le certificat médical sur le dossier. Donc, tous ces documents-là, je vous les ferai parvenir via le Drive, comme la dernière fois. Ensuite, je vous parlais de la trousse de secours à emporter en compétition. Vous pouvez aussi l'avoir lors d'un entraînement. Mais la Fédération française de rugby a mis en place un document avec que doit contenir la trousse de terrain en EDR. Donc, des pansements, compresses et ainsi de suite. Donc ça, je vous le ferai parvenir aussi. Ça peut être intéressant de vérifier que la trousse à pharmacie soit complète. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport aux documents que je viens de vous montrer? Non, c'est bon pour moi. Bon. Ok. Ben, si c'est bon pour tout le monde, bon, on a été plus rapide que prévu. Vous avez été efficace. On va déjà faire la petite pause avant d'enchaîner sur la séquence suivante. Donc, je vous propose de faire 15 minutes de pause. On a récupéré tout le monde. Je vais vous partager l'écran. Donc, on va enchaîner sur la séquence numéro 2. Donc, sécurité, traumatisme et commotion cérébrale. Donc, on avait dit la dernière fois que la sécurité, c'est le comportement des adultes, le climat d'apprentissage, l'aménagement des situations, l'environnement, la connaissance des règles, la maîtrise technique et les lancements de jeu. Mais c'est aussi être capable d'agir en cas de blessure. Parce que des blessures, il en arrive au rugby, bien sûr. Donc là, on va répondre à un questionnaire WooClap. Donc ça, je vais vous faire parvenir un lien dans la conversation. Vous allez cliquer dessus. Et une fois que vous êtes dessus, vous me direz si c'est OK. Alors, converser. Voilà, le lien est envoyé. Normalement, il doit y avoir écrit lever la tête ou quelque chose de ce style-là. En fait, c'est copié, mais c'est pas un lien. On peut le copier et aller sur une page. Ouais, je vais le faire, c'est ce que je vais faire. Ah, Ouais, lever pardon. la tête, il n'y a pas de vote en cours pour le moment. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon pour moi. Tac. Eric, c'est bon? On a perdu Eric. La tête, il n'y a pas de... Il a baissé la tête. Eric, c'est OK? Je le vois pas, je l'entends pas. T'es encore avec nous, Eric? Je suis là. Ouais, c'est bon. Et c'est OK? T'es prêt pour le questionnaire? Ouais, je pense. OK. Marqué, lève la tête, il n'y a pas de cours. Ouais, OK, parfait. Donc, c'est bon, on peut démarrer. Donc là, vous voyez normalement la première question qui s'affiche. Dites-moi si c'est le cas ou pas. Oui. Ouais, donc on va répondre un peu au questionnaire, c'est simple. Pour répondre au questionnaire, il suffira de cliquer sur les réponses qui vous paraissent justes. Donc, par exemple, première question, concernant les malaises sur un terrain, un joueur ou une joueuse qui s'écroule sur le terrain sans contact avec un adversaire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je porte secours? Je poursuis le match ou l'entraînement? Je pense à une simulation ou aucune réponse? Donc, vous pouvez cliquer sur les ou la réponse que vous pensez exacte. Il manquait, j'ouvre une bouteille de champagne. Donc là, j'ai 2 réponses, 3 réponses. Il y en a encore une personne qui n'a pas répondu.
Ok, donc tout le monde a répondu. Effectivement, la bonne réponse, c'était porter secours. On va poursuivre le match. Non, on poursuit peut-être pas le match, effectivement. Question numéro 2. Concernant les malaises sur un terrain, un joueur ou une joueuse qui s'écroule sur le terrain sans réaction, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je demande de l'aide, je dégage les voies aériennes, je le mets en PLS ou j'appelle les secours? Ça peut y avoir plusieurs bonnes réponses, monsieur. C'est quoi? Non, on voit pas la caisse. Puissant, quoi. Tu t'en sors, Tony? Non, mais attends, j'ai dû faire une fausse manip. Sans réaction. Hop, allez, je vais aller comme ça. Ok. On va passer sur les réponses. Est-ce que vous voyez les réponses justes qui s'affichent? Oui. Donc, les réponses justes, c'était demander de l'aide, dégager les voies aériennes, appeler les secours. Alors, la position PLS, en général, on ne l'applique pas parce que un joueur qui s'écroule sur le terrain sans réaction, on ne sait pas de quoi il est touché et pour pas aggraver ses blessures, on ne le met pas en position de PLS. Donc, on demande de l'aide, on appelle les secours et on dégage les voies aériennes. Ouais, et quand tu es formé, Qu'est-ce que tu as comme… par exemple, bon, on a tous le PSC1, PSC1, ok, ouais. ça vole pas bien haut, mais il y a d'autres éducateurs qui ont des diplômes au-dessus. Et moi, j'ai répondu le ou le mettre en PLS, hein, parce que s'il est sans réaction, c'est qu'il est inconscient. J'ai fait pareil. Et la première chose, c'est on le met en PLS. Mais si on est plusieurs, c'est pour ça que je demande de l'aide. Et moi, je suis PSE2, par exemple, je le mettrai en PLS s'il y a besoin. Parce qu'on a aussi des colliers, on a tout ce qu'il faut et on peut peut-être gagner un petit peu de temps. C'est pour ça que j'avais mis la PLS. Après, n'hésitez pas à appeler les secours qui, eux, voilà, c'est aussi pour ça qu'on appelle. On appelle les secours. Qui vont vous guider, qui vont vous dire sur quoi faire. Et après, tout dépend effectivement de ce qui s'est passé en amont sur le terrain. Hein, mais la position de PLS, si on déplace le joueur, on peut aussi causer d'autres problèmes. Donc, c'est aussi pour ça que le mieux, c'est de ne pas toucher le joueur si on n'est pas formé, bien sûr. La question était à l'aise. Donc, tu as le joueur qui s'écroule. Je sais que moi, j'ai fait le SST. Voilà, on a dit, hein, tu as un malaise, c'est vérifier s'il respire et après mettre en PLS en attendant les secours. Après, là, j'ai cliqué trop vite, j'ai oublié de mettre appeler les secours. Mais donc, j'ai aussi cliqué sur PLS. Toi, tu gères tout seul, Eric, il n'y a pas de souci. Mais moi aussi, je me suis trompée parce que moi, de mémoire dans la formation, c'était si on a le collier cervical ou si on est plusieurs, on maintient la nuque tout en le mettant en PLS. Donc, mais bon, après. Ouais, de toute façon, dans ce genre de situation, il y a toujours différents sons de cloche et justement pour vous garantir un peu et de vous mettre à l'abri, appelez les secours qui vous guideront. D'accord. On va passer à la question suivante. Concernant le traumatisme d'un membre, il faut essayer de tirer sur un membre s'il est déformé. En cas de fracture, il faut atténuer le saignement à l'aide d'une compresse stérile. Il faut s'assurer que le joueur ou la joueuse n'a pas d'autres blessures. Les joueurs ou joueuses atteints de fracture doivent être évacués immédiatement. Le fait de soutenir correctement le membre, par exemple, à l'aide d'une attelle, peut atténuer les douleurs. Donc, vous pouvez cliquer sur les réponses qui vous paraissent justes, ou les réponses qui vous paraissent justes. Je t'entends pas bien, Eric. Il n'y a pas marqué fracture ouverte. Que vrai, fracture ouverte.
Comment tu mets un coup de bâton comme dans les Bros et Fous du ski? Ça. Est-ce que tout le monde a répondu au questionnaire? Oui. Allez, je valide. Ok. Alors, bon, bien sûr, hein, on ne va pas tirer sur le membre s'il est déformé. En cas de fracture, bah, s'il y a un saignement, hein, on va essayer d'atténuer le saignement à l'aide d'une compresse stérile. S'assurer que le joueur ou la joueuse n'a pas d'autres blessures. Alors, évacuer le joueur immédiatement, ça dépend. Il y a des fois, vaut mieux pas le déplacer justement pour aggraver la... Ah, je pensais Ah, par mais les je l'ai pas compris comme sternuros, ça. en fait. Moi non plus. Moi, Pardon? je l'ai compris dans le sens, il faut évacuer en Il faut évacuer l'enfant. C'est pas nous qui l'évacuons. Ouais. Non, oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, la précision. C'est pas nous qui évacuons, c'est les secours. Ouais, bah, ce qui est logique. Oui, voilà. Le fait de soutenir correctement le membre, par exemple, à l'aide d'une attelle, peut atténuer la douleur, effectivement. Donc, on est bien d'accord, ouais, le fait d'évacuer, c'est pas nous, hein, ce sont les secours qui font. Moi, j'ai saisi dans ce sens-là. C'est aussi comme ça que je l'avais compris, moi. Moi aussi. Ouais, ouais. Alors, il faut toujours penser à vous en tant qu'éducateur. Hein. Ah, d'accord. D'accord. Mais bon, si on est sur le même point de vue, il n'y a pas de souci. J'espère. Question suivante. Concernant le traumatisme crânien, la commotion cérébrale n'existe pas avant l'âge de 10 ans. Un joueur ou une joueuse suspectée d'une commotion cérébrale pendant l'échauffement peut participer au match. La commotion cérébrale peut être évaluée par des secouristes pour permettre le retour au jeu. Aucune réponse. Est-ce que tout le monde a répondu au questionnaire? Oui. Ouais. Jérôme, Tony? Ah oui, oui. Moi, j'ai mis aucune réponse. Ok, donc si vous avez répondu, on va passer. Effectivement, aucune réponse. Hein, la commotion cérébrale existe avant l'âge de 10 ans. Un joueur, une joueuse suspecté d'une commotion cérébrale pendant l'échauffement ne peut pas participer au match. Et même en présence de secouristes, hein, le joueur qui est suspecté ou qui a une commotion cérébrale ne peut pas retourner au jeu. Donc la réponse juste, c'était aucune réponse. On reviendra plus en détail tout à l'heure sur la commotion cérébrale. Concernant une commotion cérébrale, les signes suivants peuvent être observés. Vertige, flou visuel rapidement résolutif, maux de tête, diarrhée, douleur cervicale. Donc c'est parti, vous pouvez voter. Ok, donc tout le monde a voté. Les signes suivants peuvent être observés, donc vertige, flou visuel rapidement résolutif, maux de tête et douleur cervicale. Concernant une commotion cérébrale toujours, des signes peuvent apparaître 24 à 48 heures après l'accident. Il faut absolument un contact au niveau de la tête pour avoir des signes. Il faut absolument une perte de connaissance. Et la reprise du sport peut se faire 24 heures après si le joueur ou la joueuse va bien.
Ok, tout le monde a répondu. Effectivement, des signes peuvent apparaître 24 à 48 heures après l'accident. Il ne faut pas absolument un contact au niveau de la tête pour avoir des signes, hein. Même si vous prenez, admettons, un coup à la cheville, il y a une énergie qui se dégage et puis qui peut provoquer une commotion cérébrale. Il n'y a pas forcément de perte de connaissance et on ne reprend pas le sport après 24 heures. Concernant la commotion cérébrale, un joueur ou une joueuse peut être suspecté de commotion cérébrale s'il a des maux de tête inhabituels, gêne à la lumière, très émotif, pleure sans raison apparente, sensation de ne pas être dans son assiette, il a du mal à se replacer ou comprendre les combinaisons habituelles. Il manque juste encore une réponse. Ok. Donc effectivement, les bonnes réponses, c'était les 5. Les signes, il peut y avoir des maux de tête, gêne à la lumière, pleurs sans raison apparente, sensation de ne pas être dans son assiette et du mal à se replacer ou comprendre les combinaisons. Bon, il y en a certains, ils n'ont pas de commotion, mais ils comprennent quand même pas les combinaisons, hein. Je vous rassure. Faut les écrire sur les chaussures avec du Tipex C'est ça. Sur les poignets. aussi. Concernant la commotion cérébrale et la reprise progressive du jeu, elle ne peut être commencée que si le joueur ou la joueuse a retrouvé son état avant l'accident. Pour que le joueur ou la joueuse retourne sur le terrain aussitôt que possible, pour assurer que le joueur ou la joueuse reste asymptomatique durant tout le processus et n'est pas indispensable après une commotion cérébrale. Ça, prise. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Tony? Mais c'est quoi? C'est la commotion. Tu as quoi? Tu as une commotion La cérébrale. reprise progressive du jeu. Mais la reprise progressive du jeu, après que tu as été Oui, déclaré, tu as eu une commotion. ouais, c'est ça. Après la commotion, ouais. Ok. Donc effectivement, ne peut être commencé que si le joueur ou la joueuse a retrouvé son état d'avant l'accident et pour assurer que le joueur reste asymptomatique durant tout le processus. Avant-dernière question, toujours concernant la commotion cérébrale, chacune des étapes du protocole donc de reprise du jeu dure au minimum 6 heures, 12 heures, 24 heures ou 48 heures. Donc, chaque étape, normalement, c'est 24 heures. On en reviendra après. Je vous expliquerai dans le détail, justement, la reprise progressive du jeu. Donc, chaque étape, elle est espacée, normalement, de 24 heures. Après, on peut faire plus si nécessaire, il n'y a pas de souci. Mais c'est minimum 24 heures. Dernière question. Parmi les activités suivantes, lesquelles un joueur ou une joueuse devrait-il entreprendre pour faciliter sa récupération après une commotion cérébrale? Le cyclisme, la course à pied, le jeu vidéo, la natation, repos physique et psychique. Donc, dans un premier temps, hein, c'est repos
physique et psychique. La natation, ça peut venir par la suite, 8 jours après, par exemple, après la commotion. Donc ça, je vais vous expliquer plus en détail maintenant. Je vais vous repartager l'écran. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui. Ok, parfait. Donc la commotion cérébrale, c'est un dysfonctionnement cérébral soudain et cliniquement transitoire, secondaire à l'application directe ou indirecte. Donc c'est ce que je vous disais, vous n'êtes pas obligé d'avoir un coup à la tête pour avoir une commotion cérébrale. Donc d'une énergie cinétique à l'extrémité céphalique. Perturbation du fonctionnement cellulaire plaçant le cerveau dans une situation transitoire de quasi-faillite énergétique qui peut mettre plusieurs jours à se rétablir. Des fois, le joueur ou la joueuse peut ne pas avoir conscience de son trouble. Certains signes ou symptômes peuvent être très transitoires. Les signes ou symptômes peuvent apparaître de façon décalée. Donc, comme on disait avant, 24 à 48 heures après, on peut avoir des signes qui apparaissent. Si jamais vous avez une question à un moment donné, n'hésitez pas à me couper et on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Quels sont les risques d'une commotion cérébrale? Subir une commotion et rester sur le terrain expose à une diminution de l'état de vigilance du sportif, diminution de la performance sportive et risque de contracter d'autres blessures et notamment syndrome du deuxième impact, c'est recevoir un nouveau coup et d'avoir une deuxième commotion cérébrale. Négliger une commotion cérébrale expose à la persistance du symptôme douloureux et gênant, par exemple les maux de tête, vertiges, qui peuvent durer plusieurs semaines et entraîner des difficultés dans les activités quotidiennes. Reprendre le rugby avec des symptômes persistants expose le joueur ou la joueuse à des risques neurologiques graves. Donc, une commotion cérébrale, ce n'est pas à prendre à la légère. Donc, les signes d'une commotion, perte de connaissance, crise tonique ou convulsion. Donc, c'est dans certains cas, c'est pas forcément. Il peut y avoir des maux de tête, yeux hagards, ébloui par la lumière, vertige, envie de vomir, trouble de l'équilibre et de l'orientation, trouble de la mémoire, réponse motrice inadaptée, temps de réaction lent, perception décalée du monde environnant. Si vous constatez un seul signe ou une suspicion de commotion cérébrale, il faut sortir le joueur immédiatement. Et définitivement, donc même si à un moment donné, il vous dit durant l'après-midi, c'est bon, je me sens bien, je peux reprendre, non, il a eu une suspicion de commotion cérébrale, vous ne faites plus rentrer sur le terrain. Quelle est la conduite à tenir? On prend soin du joueur. Si nécessaire, on appelle les SAMU et surtout, on prévient les parents. Et important, faire la déclaration d'accident, donc soit en version papier, soit en ligne. Quelles sont les informations à donner aux parents? Protocole de reprise progressive du jeu. Donc là, je vais vous montrer le protocole. Donc, règle fédérale FFR en secteur amateur pour un joueur commotionné. Donc ça, c'est pour les joueurs de moins de 18 ans. Si c'est la première commotion cérébrale durant les 12 derniers mois, il n'a pas eu de commotion dans les 12 derniers mois, il a un arrêt de l'activité pendant 23 jours. Donc, il n'y a pas de requalification possible avant le 4e week-end post-commotion. Donc, 23 jours. Donc, que préconise la FFR? Une semaine de repos complet physique. Donc, on ne fait aucune activité physique. À partir du jour 8, si disparition des symptômes de commotion cérébrale, reprise progressive de l'activité physique, sans contact. Et donc là, on passe sur le protocole de reprise du jeu, qui est le suivant, donc programme de retour au jeu progressif par palier. Donc l'étape 1, repos. Activité quotidienne ne devant pas engendrer de symptômes. Récupération, la reprise des activités scolaires ou du travail ne doit être considérée qu'en l'absence de symptômes. Ensuite, donc jour 8, si 8 jours après la commotion, on n'a plus de signes, plus de symptômes, on peut commencer à faire des exercices aérobie légers, donc c'est-à-dire jogging lent, 10 à 15 minutes. Marche, vélo, stationnaire à allure faible, à allure modérée, sans résistance. Augmentation du rythme cardiaque. À savoir que, admettons, vous avez votre joueur qui fait son jogging, la marche ou du vélo. Si, admettons, il a réapparition de signes,
il doit 24 heures, il ne fait rien, il peut réessayer de reprendre le même palier 24 heures après. Donc, il faut toujours respecter 24 heures. Si réapparition des symptômes, arrêt du palier en cours et nouvel essai après 24 heures. Ensuite, le palier numéro 3, exercice sportif spécifique. Donc, si admettons, je fais mon petit jogging, ma marche ou mon vélo ou du vélo, je vais bien, 24 heures après, je peux faire de la course ou exercice sans contact. Donc, par exemple, des exercices de passe, ce serait autorisé. Mais attention, hein, parce qu'il pas qu'ils prennent le ballon dans la tête. Si le joueur est parvenu au palier 4 du protocole, sans réapparition des symptômes, là, il est obligé d'avoir un avis médical pour passer à la suite. Donc, vérifier que le joueur a récupéré de la commotion. Et si on constate que c'est bon, il a récupéré, le médecin délivre un certificat de non-contre-indication à la reprise du rugby en compétition. À savoir que, attention, le joueur ne pourra reprendre la compétition que 23 jours minimum après avoir pris la commotion. Donc ça, c'est le document à faire remplir par le joueur. Je sous-signe, nom, prénom. Déclare avoir présenté donc la commotion. Je déclare sous l'honneur aujourd'hui, j'ai observé une période de repos initial de 7 jours. J'ai rempli l'auto-questionnaire de symptômes, donc qui est à la page suivante. J'ai suivi un programme de reprise progressive par palier. Je suis en train de suivre un programme de reprise par palier sans réapparition de symptômes. Je m'engage. Et ensuite, il y a la partie du médecin que le médecin doit donc valider. Donc, à la suite de cette déclaration et de mon examen médical, ne présente pas de contre-indication à partir du 23e jour de l'événement. Donc, ça, c'est pour une première commotion cérébrale. Donc, important, si vous avez un joueur qui est commotionné, il ne pourra reprendre la compétition que s'il revient avec le certificat médical valide du médecin. Et donc, ça, c'est le questionnaire avec les symptômes. Donc, s'il répond oui à une seule question, il ne peut pas reprendre. Et si l'une des cases de la colonne oui est cochée et que nous sommes à plus de 10 jours de la commotion, le joueur ou la joueuse présente encore une contre-indication à la pratique du rugby. Un avis spécialisé est recommandé. Les 2 pages du formulaire renseigné doivent être adressées sans délai au médecin de la Ligue. Donc ça, c'est surtout pour débloquer la licence parce que quand vous avez une commotion cérébrale, votre licence, elle est bloquée. Un médecin du club, bon, si vous avez un médecin. Réception de ce document dûment rempli permettra de lever la suspension temporaire de la licence. Donc, le médecin consulté, vérifier donc la disparition des symptômes initiaux de la commotion, vérifier la non-réapparition des symptômes à l'effort, vérifier que le reste de l'examen médical est normal, valider la possibilité de reprise du jeu du rugby avec contact à l'entraînement. Donc, à partir du jeu J23, post-commotion. Et donc, après, reprise du rugby avec contact est donc possible seulement si et seulement si disparition totale des symptômes, jouer au-delà des 23 jours, présentation du certificat médical. Donc, tout ça, c'est important de le respecter et d'en informer aussi les parents, notamment sur le protocole et les différents paliers à respecter. Suivi médical, consultation médicale obligatoire pour délivrance du certificat médical de non-contre-indication. Durant la première semaine, informer le joueur et sa famille de consulter immédiatement le médecin ou service d'urgence si aggravation des symptômes. Donc, et au-delà de 6 jours si vous avez des symptômes qui persistent. Après, vous avez pareil, si c'est une 2e commotion cérébrale, 3e commotion cérébrale. Donc après, palier 4, c'est exercice d'entraînement sans contact, progression vers des exercices plus complexes, exercice en résistance musculation, pratique avec contact. Donc ça, c'est après autorisation. Participation à un entraînement normal et ensuite, vous pouvez retourner à la compétition. Est-ce que vous avez des questions en lien avec les documents que je viens de vous présenter? Les commotions, quand c'est nous qui les constatons, que ça arrive en tournoi,
Oui, C'est pas compliqué de les déclarer et de faire ce protocole-là avec le carton bleu. Le souci, c'est quand ça arrive 24 heures après chez les parents, eux, ils sont pas forcément sensibilisés et on n'a pas le retour et on peut pas déclencher la procédure. Donc, on peut avoir des enfants qui ont fait une suspicion de commotion ou une commotion et le samedi d'après, on les retrouve sur les terrains et ils risquent une deuxième commotion par-dessus. Donc, quand on a un doute sur quelque chose avec un enfant, il ne faut pas hésiter, je pense, à communiquer avec les parents et à les sensibiliser sur ça, parce que le protocole, il est établi, il faut le suivre. Et s'il n'est pas initié par le oui, club, c'est très compliqué à suivre. ouais. C'est pour ça que même si vous avez un doute, hein, si c'est, enfin, déjà si vous avez un doute, vous dites ah bah ce joueur il est un peu bizarre, bah, déjà vous le sortez du terrain. Mais en plus à un moment donné, il peut y avoir qu'il y ait des joueurs qui prennent un petit coup et il faut pas hésiter effectivement à en informer les parents parce que du coup après il peut y avoir des conséquences. Donc il faut, c'est ce que je disais, information à donner aux parents. Donc déjà informer avant sur sur ce qui a pu se passer, mais aussi sur qu'est-ce qu'il faut faire et quel est le protocole à respecter. Il y a un nombre de commotions avant que l'enfant ne puisse plus jouer. Alors ça, je sais pas. Là, maintenant, ils mettent troisième commotion cérébrale dans les 12 derniers mois, nécessite un avis spécialisé avant la reprise. Donc, laisser l'appréciation d'un spécialiste, minimum 180 jours. Après, moi, je ne suis pas spécialiste Non, en c'était commotion. Ouais, je sais pas. Donc, tu vois, déjà, là, après une troisième commotion, 180 jours d'arrêt 180 minimum. jours, oui. Donc, voilà. Après, le mieux, c'est de consulter. C'est l'avis du médecin qui prime sur tout ça, hein. D'accord. Voilà. Donc tout ça, hein, je vous le ferai parvenir, ne vous inquiétez pas. Recommandation de surveillance aussi à domicile durant 48 heures. S'il y a une suspicion de commotion, n'hésitez pas à dire aux parents, repos strict pendant 24 heures, calme en évitant les stimulations, aucune prise médicamenteuse sans avis médical et n'hésitez pas à réveiller plusieurs fois votre enfant durant la nuit pour vérifier que tout va bien. Et s'il apparaît une somnolence excessive, vomissement persistant, maux de tête intense et prolongé, comportement anormal, trouble de l'équilibre de la parole et de la vue, contactez un médecin ou un service d'urgence. Ces différents signes ne surviennent que très rarement. World Rugby, il parle des 6 R. Reconnaissance, c'est reconnaître, apprendre les signes et les symptômes de la commotion cérébrale. Retirer du jeu, donc un joueur qui a une suspicion ou qui a une commotion cérébrale. Référer à un professionnel qualifié de la santé, donc envoyer le joueur auprès d'un professionnel. Repos jusqu'à la disparition des symptômes. Récupération totale avant la reprise du jeu. Et reprise progressive du jeu, autorisation écrite du médecin. Donc, je précise, n'oubliez pas, si vous avez un joueur commotionné, il ne peut reprendre le contact que s'il revient avec son certificat médical du médecin. Même si c'est un très bon joueur, hein, ne lui faites pas prendre de risques. Vous sollicitez un avis médical. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette séquence-là? Bon, c'est clair. Non, c'est clair. Ok. On en vient sur la dernière partie de la matinée. Je voulais un peu vous donner la parole et évoquer un peu avec vous vos problématiques que vous rencontrez en tant qu'éducateur. Alors, je sais, ça fait plus d'un mois que vous n'êtes pas retourné sur les terrains, mais peut-être qu'en ce début de saison, vous avez rencontré des problématiques et que je peux essayer d'y répondre. Alors, soit j'y réponds immédiatement, soit c'est des questions que je vous répondrai par mail ou alors ce sera des sujets qui seront abordés lors des prochaines séquences de formation. Donc, je vais vous donner un peu la parole à tour de rôle et n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des choses à partager. Donc, on va commencer. Le premier dans la liste, allez, Tony.
Non, pas rien de particulier. Si tu as une formule magique pour faire en sorte que les enfants, quand ils sont tous perturbés, on ne sait pas pourquoi, on arrive à les remettre focus sur l'entraînement, quoi. Ah, une solution magique pour ça, c'est pas forcément évident. Après, si vous voyez qu'ils sont pas forcément concentrés, n'hésitez pas à repartir sur des choses simples et ne complexifiez pas encore en plus la situation. Après, j'ai pas trop d'autres problématiques. Je veux dire, il y en a qui apprennent plus ou moins vite, mais je pense que nous, enfin, je prends la structure sur les 8-10, là, on est quand même 3 éducateurs. On a une intervention aussi on va dire, un peu un préparateur physique tous les 15 jours pour faire de la mobilité. Ce qui est bien, c'est de pouvoir faire des ateliers avec les enfants qui sont un peu plus en retrait que les autres pour faire progresser tout le monde à la même vitesse. Donc après, je ne vois pas vraiment de problématique. Il y a une bonne entente, une bonne communication entre nous. Le but du jeu, c'est d'essayer de transmettre ce que j'ai réussi à apprendre pendant toutes ces années. Donc, c'est pas facile, mais bon, c'est agréable. Moi, c'est une découverte pour moi, donc c'est agréable. Ok. Alors attention surtout à pas vouloir faire de l'entraînement avec un contenu senior et pas forcément adapté aux capacités de tes joueurs. Après, de toute façon, tout ça, on le verra dans la suite de la formation, justement, adapter le contenu. Très clairement, ça l'est, puisque après, déjà, dans ma vie professionnelle, je manage des adultes, donc qui ont des tempéraments des fois d'enfants. Donc, j'essaie d'adapter mon discours et clairement, voilà, la chose la plus simple, c'est de leur apprendre surtout à avoir du plaisir et de jouer ensemble. Parce que quand ils sont petits comme ça, ils ont un peu tendance, ceux qui sont un peu meilleurs que les autres, je trouve, à vouloir jouer tout seul. Et moi, ce que j'essaie de leur apprendre surtout, c'est que le ballon, il ira toujours plus vite que le joueur. Donc, de jouer entre copains et de se replacer, voilà. Et si déjà à cet âge-là, 8-10 ans, ils comprennent ça, à prendre du plaisir à jouer ensemble pour les catégories d'après, ce sera que du plus, quoi. Ouais. Ok. Bon. Bon, si t'as pas vraiment de problématique, si jamais, n'hésite pas à si une idée te vient ou si à un moment donné tu as une problématique, n'hésite pas à me recontacter. Le plus compliqué pour moi, c'est de mettre en place peut-être des exercices parce que j'ai pas, à part des choses basiques, que j'ai souvenir de ma formation en tant que participant en école de rugby. C'est vrai que des petits exercices techniques, j'ai vu que après, je m'inspire sur ce que font mes collègues, hein, Mathieu et Jimmy, qui ont déjà suivi des formations et encadrent déjà. Après, derrière, si tu as des tuyaux sur des exercices qu'on peut mettre en place, moi, j'aimerais bien, voilà, ce que je te disais, faire des exercices des jeux de passe avec les enfants ou avec des replacements simples. C'est vrai, je trouve que c'est intéressant pour eux parce que ça leur apprend un peu vraiment ce qu'est le rugby, quoi. Ouais, comme je disais, prochain bloc de formation, on entrera un petit peu plus dans le vif du sujet et on vous apportera justement des contenus un peu plus précis sur comment animer une situation, déjà quel contenu on va apporter et apporter plus de détails. Donc ça, je pense que la suite de la formation répondra à ta problématique. Ok. Je me tais, j'enlève le micro. Allez, je donne la parole à Jérôme. Alors, moi, j'ai une problématique sur les U14, sur les débutants et le passeport joueur de devant. Alors, cette année, on a quelques nouveaux qui n'ont jamais eu de contact avec le rugby et on a attaqué très rapidement la préparation du passeport joueur de devant. Et certains des joueurs n'ont pas pu être présents et n'ont pas pu être rattrapés. Donc, je sais que Nicolas est un peu seul pour faire passer tous les passeports. Sauf que maintenant, on se retrouve avec 2 ou 3 enfants
qui ont beaucoup de mal à se situer sur le terrain, qui ont des physiques qui les désignent, on va dire, pour jouer sur les lignes de devant, malheureusement. Et derrière, on a beaucoup de mal à les faire travailler. Et donc, en fait, c'est une double problématique. Le passeport joueur de devant, c'est très bien, c'est un aboutissement pour tous les enfants qui vont de l'école de rugby et qui vont apprendre les postures, les sécurités pour bien préparer les joueurs à 15. Ça, il n'y a aucun problème, il faut. Maintenant, c'était sur la possibilité de rattrapage. On en a, sur les 14 à Colmar, on doit en avoir 5 ou 6 qu'on pourrait rattraper et qu'on pourrait utiliser un peu mieux lors de nos différents entraînements ou matchs. Ben, ça, c'était la problématique. Et la question que je voulais poser à Nicolas, je sais que c'est enregistré, donc je en profite. Moi, le passeport joueur de devant, très bien, ça clôture l'école du rugby. Et je pensais aux cadets qui aussi sont débutants. Alors, les cadets, c'est plus l'école du rugby. Mais en fait, on retrouve des débutants chez les cadets qui vont jouer devant et qui sont pas, qui passent pas par ce passeport joueur de devant, qui n'ont jamais connu, qui n'ont pas de culture. Donc en fait, c'était une question de globalité et de positionnement de ce passeport joueur de devant. Là, concrètement, je prêche pour ma paroisse parce que ça pénalise quelques-uns de nos enfants, puis après, ça nous complique un petit peu la tâche d'éducateur, même si à Colmar, on est plein d'éducateurs en U14, donc on peut faire des réunions pour en parler. Mais voilà, c'était ma question sur le passeport joueur de devant dans sa globalité. Voilà. Okay. Concernant le rattrapage de ces joueurs-là, je poserai la question à Nicolas, voir si c'est encore possible, effectivement, ou pas. Après, n'hésitez pas à les faire travailler quand même. Hein. Il ne faut pas les laisser sur le Ah ben non, côté. on les fait, bien sûr qu'on les fait travailler. Mais des fois, c'est compliqué de leur donner du temps de jeu et de les mettre en situation pour qu'ils s'épanouissent. Donc, oui, parce que forcément, s'il a le gabarit à jouer devant, sur l'aile, il n'est pas trop à l'aise, quoi. C'est pas trop. Et après, concernant le passeport joueur de devant sur sa globalité, après, c'est propre, par exemple, en cadet, c'est propre à l'entraîneur. S'il veut faire jouer des joueurs devant, c'est à lui de les préparer et de faire en sorte qu'ils apprennent, par exemple, à se positionner en mêlée, à jouer son rôle comme il faut et en sécurité. Donc ça, c'est effectivement, il existe plus ce joueur de devant en cadet, mais c'est dans le rôle de l'entraîneur de le préparer à ça. Donc ça, après, on sort un peu de notre formation à nous parce que du coup, c'est plus de la formation école de rugby. Mais non, c'est ça, cadet, c'est plus école de rugby. Mais c'était une question que je me posais depuis longtemps. Je dis, tiens, on nous impose ça. Alors, c'est très bien pour la sécurité des joueurs, mais c'est vrai que aussi ça pénalise certains clubs. Où des fois, on a des joueurs qu'on a du mal à inclure dans un collectif parce qu'ils sont un petit peu à la traîne et c'est compliqué d'avoir. Alors, des enfants d'un mètre 40 et 120 kilos, ils ont beaucoup de mal à jouer au centre. Ah oui. Donc, c'est difficile de leur donner du temps de jeu. Je comprends. Je reposerai la question à Nico et je reviendrai vers toi, il n'y a pas de problème. Parfait, merci. Je vais donner la parole à Eric. Tu m'entends? C'est bon? Oui, je t'entends, ouais. Bon, après, moi, on va dire les entraînements, j'en ai fait que quelques-uns depuis le début de la saison. Donc, j'ai vu que je commence. Après, moi, on va dire la seule problématique pour l'instant que j'ai, c'est c'est un peu l'écoute des enfants quand tu leur expliques quelque chose. Tu leur fais l'exercice, ils sont tous autour. Oui, j'ai compris. Et quand tu passes en mode exercice, c'est un peu le chaos. Alors, tu essaies de leur expliquer et puis après, c'est ça. Bon, après, moi, c'est un peu pour expliquer les exercices encore, j'ai un peu de mal. Après, c'est pour ça que j'ai un peu hâte qu'on puisse aller sur le terrain parce que voilà, histoire de mettre en pratique ce que tu apprends, mais par visio, c'est pas évident. Donc, après, moi, je pense que c'est plus moi la problématique. C'est pour ça qu'avec Thierry,
lui, il m'explique les exercices qu'il fait et moi, j'essaye de les réexpliquer. Après, est-ce que je les explique correctement? Ouais, donc c'est sur de l'animation, quoi, Bon, après, comme dit, voilà, ça fait que depuis le début de cette saison que je file un coup de main à Thierry sur le terrain. Avant, j'étais un peu de côté, je regardais jouer sans plus. Donc maintenant, moi, c'est plus. Bon, tu participais aussi déjà l'année dernière, mais Ouais, mais pas vraiment sur le terrain. Je participais un peu en jouant en même temps parce qu'on faisait le sein un peu en jouant, mais après, je participais pas trop en tant qu'éducateur. J'essayais de donner des conseils, mais après, est-ce que mes conseils l'année dernière étaient bons? Voilà. Mais cette année, voilà, après, j'ai hâte, c'est plus moi, problématique, voilà, c'est d'être sur le terrain. Pour que si maintenant je fais quelque chose, qu'il y en a un qui me reprend, si jamais je fais quelque chose de l'exercice, je l'explique pas bien, ou par exemple. ouais. Donc ça va être dans le suivi terrain. Donc on n'a pas encore pu faire parce que justement, bah, il y a le confinement et tout ça. Donc ça fait partie aussi du contenu de formation. Donc dès qu'on pourra retourner sur le terrain, j'hésiterai pas à venir te voir et justement à te conseiller. Après, comme j'expliquais ce matin, pour l'explication des exercices, n'hésite pas à faire des démos. Des fois, c'est plus compréhensif pour les enfants de visualiser ce que tu attends d'eux. Et après, les contenus et les détails, tu apprendras au fur et à mesure de ta formation. Disais avant sur la formule magique du comportement, je pense que si, comme nous on a fait la dernière fois, là, quand c'était un peu le premier tournoi, un peu le chaos total, c'est de reprendre comme on a fait dans les vestiaires avec les éducateurs. Il y avait qui? Il y avait Natacha. Et de leur mettre un bon coup de pression. Après, je pense que ça a marché pour ça, même pour beaucoup. Donc, après, c'était juste pour revenir par rapport à ce que Tony disait sur la formule magique. Après, c'est vrai que si jamais quelqu'un en a eu une formule magique, je veux bien aussi la. Ouais, il n'y en a pas vraiment on va dire, des personnes perturbatrices. Il y en a un peu partout. Non, mais c'est vrai que je pense des fois, si vraiment c'est un peu le truc, c'est vraiment réunir mettre un bon coup de pression comme on a fait la dernière fois et puis on va voir si ça marche. Bah, réunir le groupe et puis remettre les choses à plat, effectivement. Rappeler un peu la charte et pourquoi ils sont là. Des fois, ça fait pas de mal, quoi. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas d'autres problèmes, on va dire, problématiques. Ok. Donc, je note suivi terrain. Je vais, pour finir, donner la parole à Stéphanie. Oui, bah moi, ça va rejoindre un peu ce qu'a dit Eric. Moi, j'ai commencé que mi-septembre à rejoindre les U10 avec Dominique. Donc, moi, j'avais jamais du tout pratiqué le rugby avant. J'ai juste vu mes enfants les 3 dernières années pratiquer le rugby, mais à partir de 5-6 ans. Donc voilà. Donc moi, déjà, comprendre un peu la pratique du rugby, c'est un peu ma difficulté. Bon, je commence à mieux cerner les règles. Et puis, pareil, trouver des exercices. Donc, Dominique m'a donné un site internet sur le rugby pour que je cherche des exercices à faire, à proposer. Après, on les met en commun, nos exercices, avant la séance. Comme ça, on se met d'accord sur ce qu'on va proposer aux enfants. Et puis voilà, ma difficulté après sera peut-être d'arbitrer aussi en compétition parce que c'est pas toujours évident de voir les fautes, savoir replacer les enfants, mais bon, ça, je pense que ça sera au fur et à mesure. Ouais, donc effectivement, comprendre la pratique, hein, ça, je pense que tu le comprendras mieux et de mieux en mieux au fur et à mesure des séquences de formation. Trouver des exercices pour répondre à cette problématique-là. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Attendez, je vais vous montrer des documents. Donc, ça peut aussi répondre à la problématique de Tony. Alors,
il y a la Fédération française du rugby qui fait des plans de formation des joueurs. Et donc, dans ce plan de formation, c'est détaillé. Hein, il détaille un peu les moins de 8, les valeurs du rugby, le plan de formation du joueur, caractéristiques de l'enfant. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on va voir en formation. Et en plus, ce qu'il peut y avoir, c'est donc ils expliquent un peu les phases de jeu. Tout ça, ça vous sera expliqué en formation, ne vous inquiétez pas. Mais pour répondre à ta problématique et à celle de Tony, le document comprend pas mal de situations, d'exercices. Donc là, par exemple, jeu imagé, l'autostoppeur, il y a les objectifs, il y a un peu l'histoire, donc ça c'est pour des moins de 8, hein, les consignes que vous allez pouvoir donner, comment vous allez lancer le jeu. D'accord. Voilà, donc ça va donner aussi un autre site sur des exercices de rugby, je ne sais plus, rugby, je faudrait que je le retrouve, mais il est pas mal aussi. Ouais, mais ça représente un peu les mêmes choses en fait, avec les mêmes schémas, donc c'est peut-être lié à la Fédé en fait. Voilà. Donc là, il y a plein de situations. Après, n'hésitez pas, il faut les adapter en fonction des problématiques que vous avez dans vos catégories et adaptez-les aussi au niveau de jeu. Et voilà. Mais donc là, il y a pas mal d'exercices. Je peux aussi vous les faire parvenir, ces plans de formation du joueur. Donc, il y a un plan de formation pour chaque catégorie. Il y en a un pour les moins de 8, un pour les moins de 10, un pour les moins de 12, un pour les moins de 14. Et puis après, moi, il y avait aussi, du coup, on se complète bien avec Dominique parce que j'arrive à gérer, mais j'arrive à bien, arriver à calmer, à canaliser 2 ou 3 éléments perturbateurs. Dominique est plus va s'énerver plus facilement, donc du coup, on se complète bien là-dessus aussi. Du coup, ça va, j'arrive à ménager dans de crise. Ok. Donc, vous vous complétez bien dans votre binôme. Ouais, finalement, ouais, on se complète bien. Ouais. Les petits, ils ont bien compris, les jeunes, ils ont bien compris que j'étais pas qu'une maman, parce que j'ai un de mes enfants qui est en U10. Donc, au début, on a dû séparer, j'avais proposé de séparer en 2 le groupe pour que je fasse un exercice avec un groupe qui n'a pas mon fils dedans, parce qu'au début, c'était un petit peu tendu. Donc, et puis, mon fils s'est adapté. Et puis, maintenant, ils ont tous bien compris que je suis pas qu'une maman et que je suis là aussi pour les aider dans la pratique. Donc, ça se passe mieux maintenant. Et je pense que ton métier t'aide aussi justement dans tout ça. Aussi, oui. Ils m'ont dit, tu ne cries pas dessus. Hein. Donc, et concernant ton autre problématique d'arbitrer, alors je ne sais pas si vous avez déjà fait. Jusqu'à présent, je ne pouvais pas arbitrer vu que j'avais que ma licence de dirigeant. Donc, du coup, je pense qu'on va commencer. J'ai arbitré pendant les vacances avant le confinement. On avait fait un match entre les U8 et U10 dans notre club. Et là, j'ai essayé d'arbitrer. Donc, j'avais Dominique qui secondait si je voyais pas, s'il y a une faute que je ne voyais pas. Mais dans l'ensemble, ça allait. Donc n'hésite pas effectivement à pratiquer lors de l'entraînement et justement à être supervisé peut-être par un autre éducateur qui a un peu l'habitude. Ouais. Et il existe autre chose aussi. Normalement, au sein du club, chaque éducateur doit passer donc une formation sécurité où c'est normalement un arbitre qui vient faire un peu une explication des règles normalement sur le terrain aux enfants et qui en profite aussi pour expliquer aux éducateurs la gestuelle et ce qu'il faut faire sur le terrain. Donc ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait au sein du club d'Ottmarsheim. Donc normalement, c'est une formation qui est à faire et je pense qu'elle répondra aussi à ta problématique. Après, j'ai été inscrite très tard et donc du coup, je l'ai peut-être pas faite. Parce que les autres entraîneurs l'ont certainement fait peut-être déjà. Ok, bon, à voir. J'en parlerai à Didier, moi, pour savoir. Voilà. Voilà. Est-ce que du coup, il y a d'autres problématiques qui sont apparues pour les autres éducateurs, Tony, Jérôme, Eric? Si en discutant, il y en a d'autres problématiques qui sont apparues, vous avez pensé à certaines choses? Non, pas pour moi. Ok, pas Tony? Non, ça va. C'est bon? Moi, j'ai Ethan pareil dans le groupe. Alors, à Ethan, je dis tout de suite aussi,
Aujourd'hui, je ne suis pas ton père. Je suis ton éducateur. Parce que sinon, il vient toutes les 5 minutes. Ah, pas, gna, gna, gna. Je dis non, tu vois, dans le groupe. Après, c'est vrai que j'essaye aussi. Non, enfin, c'est vrai que si maintenant il va jouer avec Thierry et que j'ai l'autre groupe, c'est aussi un peu mieux. Je m'énerverai peut-être un peu moins. Parce que quand c'est le tien, c'est comme faire les devoirs à la maison. Hein. Tu n'es pas un stit. C'est le tien. Tu as plus tendance à t'énerver, entre guillemets. Parce que tu sais que c'est le tien. Déjà, quand il n'écoute pas, tu as envie qu'il fasse mieux. Alors, mais après, je lui dis tout de suite à Ethan, lors des entraînements ou les tournois, je dis là, tu m'oublies, je ne suis pas ton père. Mais après, Ouais, ouais, bon, ça va pareil, C'est l'arbitrage, j'ai fait un peu l'arbitrage, ça, je pense que ça va venir. Il faudra que pendant les entraînements. Mais après, je pense que ça va. Nous, on a eu la formation c'était quand, il y a 2 semaines? ouais, en visio, ouais. En visio. Donc après, c'est comme dit, c'est mettre en pratique. Ce qu'on fait là maintenant, nous, en visio, c'est de mettre en pratique. Quand on pourra, ça sera bien. Ouais, bon, en espérant bientôt. Voilà. Ouais. Voilà. Autrement, non, moi, j'ai pas. Pour en revenir au reste, j'ai pas d'autres trucs pour l'instant. Ok. Donc là, on arrive un peu sur la. Bon, on a été très efficace ce matin et on en arrive à la fin de la formation. Je vais vous repartager mon écran. Donc là, on a fait le contenu théorique de ce premier bloc de formation. Donc, on a vu ce qu'est un bon éducateur, la sécurité, les aspects réglementaires et la prise en charge d'un groupe. Donc, reste à faire pour ce bloc de formation, le suivi des éducateurs sur le terrain. Donc, ça sera fait dès qu'il y aura le déconfinement et qu'on pourra reprendre les entraînements. Après, à savoir qu'on ne pourra pas aller voir tout le monde tout de suite. On va essayer de se répartir un peu avec Nico. Après, donc tout ce que je vous ai présenté ce matin, je vais vous l'envoyer. Est-ce que vous aviez réussi à accéder aux documents que je vous avais envoyés la dernière fois? Oui, sans problème. Oui, pas de souci. Ok, parfait. Donc, c'est pour m'assurer que vous avez bien eu les documents. Donc, je procéderai de la même manière. Je vous enverrai tous les docs via le Drive. Je ferai une synthèse de vos productions et je vous envoie ça la semaine prochaine. Et si jamais à un moment donné vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me recontacter. Même en dehors des temps de formation, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Bon, je vous souhaite bon courage et puis si on ne se voit pas avant les fêtes de fin d'année, bonne fête de fin d'année à vous et merci. Également. à bientôt sur le terrain, j'espère.